Merci d'être avec nous pour Économie de Max sur i24 News. Au programme de cette édition, la relation compliquée entre la guerre et l'économie. On prendra le cas d'Israël. Comment s'adapte l'activité dans une phase de conflit? Quels sont les secteurs les plus concernés? Et aussi comment stimuler la reprise une fois les hostilités terminées? Deux invités aujourd'hui, l'économiste Michael Gabaye et puis un entrepreneur, Jérémy Bravé, qui nous parlera des particularités du secteur des startups. On les retrouve dans un instant. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Et on commence par un tour du monde rapide de l'actualité économique dominée ce mercredi par cette nouvelle série de sanctions contre la Russie, sanctions adoptées par l'Europe et les États-Unis en réaction au rôle de Moscou dans la crise ukrainienne. Alors énergie, armement et financement notamment, des secteurs clés pour l'économie russe, sont les principales cibles de Bruxelles et Washington. Plusieurs établissements bancaires russes sont concernés par ces mesures en raison de leur appui aux séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Hier, Barack Obama a détaillé ces décisions. Le président américain, qui se refuse toujours à parler d'une nouvelle guerre froide, il avertit tout de même de l'isolement croissant de Moscou. Aujourd'hui, en prolongement des mesures que nous avons annoncées il y a 2 semaines, les États-Unis imposent de nouvelles sanctions sur des secteurs clés de l'économie russe. L'énergie, l'armement, la finance. Nous bloquons les exportations de certains biens et technologies à destination du secteur énergétique russe. Nous élargissons nos sanctions à d'autres banques et groupes de défense. Nous suspendons officiellement les crédits qui encouragent les exports, ainsi que les financements pour des projets de développement en Russie. Voilà de quoi aggraver sans doute la fuite des capitaux de Russie. Et un peu plus tôt hier, c'est l'Union européenne qui avait annoncé qu'elle bloquait l'accès au marché financier européen pour les entreprises russes et qu'elle interdisait toute nouvelle vente d'armes vers Moscou. En revanche, le contrat de vente déjà signé des 2 porte-hélicoptères français Mistral à la Russie ne sera pas annulé. L'Argentine et le compte à rebours qui s'accélère pour la deuxième économie d'Amérique du Sud, toujours sous la menace d'un nouveau défaut de paiement. Aucun accord n'a été trouvé hier à New York entre Buenos Aires et les fonds américains dits vautours qui réclament le remboursement de 1,3 milliard de dollars. Ce mercredi est la date butoir avant un possible défaut sur environ 720 millions de dollars. Alors l'Argentine reste confiante et dit pouvoir s'appuyer sur la Chine, la Russie et certains pays d'Amérique du Sud. On craint tout de même que cet épisode n'amplifie la crise qui frappe le pays, récession et très forte inflation. À la différence de 2001 quand l'Argentine a fait défaut, cela avait causé une crise économique très forte. À cette époque, l'économie vivait de la dette et lorsque l'on a coupé le financement, l'économie a coulé. Aujourd'hui, l'Argentine ne finance presque plus son économie avec la dette, donc si elle fait défaut, il ne se passera pas la même chose. Cependant, avec le temps, il y aura des conséquences sur les financements extérieurs et les investissements. Et à l'inverse, en Europe, tout va bien pour l'Allemagne. Ses taux obligataires n'ont jamais été aussi bas. 1,109% hier pour le Bund, le taux d'emprunt allemand à 10 ans, c'est historique. La dette allemande qui profite bien sûr des tensions géopolitiques. On pense à l'Ukraine surtout, mais aussi des pressions déflationnistes dans la zone euro. Elle se positionne une fois de plus comme la valeur refuge en Europe. Et d'ailleurs, d'autres pays de la zone euro bénéficient eux aussi de cette attractivité renforcée du marché obligataire. La France, l'Espagne et l'Italie ont ainsi amélioré elles aussi leurs taux respectifs avec également de nouveaux records. Et puis en Amérique, on prépare activement le sommet États-Unis-Afrique, présenté comme historique par la Maison-Blanche. Ce sera à Washington mardi et mercredi prochain. 47 dirigeants africains sont attendus. Une opération séduction pour les États-Unis qui espèrent contrer l'influence de la Chine sur ce continent africain qui affiche, il faut le dire, la plus forte croissance de la planète et avec des richesses naturelles uniques et une population d'1 milliard de personnes. Les États-Unis veulent essayer de redéfinir la façon dont ils établissent des liens avec l'Afrique, à la lumière du fait qu'ils ont un nouveau concurrent, la Chine. Bien évidemment, la Chine a été particulièrement visible. Cette compétition entre la Chine et les États-Unis autour de l'Afrique se concentre sur 2 points. Il y a un point positif, cela donne aux pays africains un levier pour négocier et obtenir ce qu'ils veulent du fait de cette compétition. Mais cela représente aussi une menace. Et on en vient à notre dossier du jour. Comment l'activité économique s'accommode-t-elle d'une situation d'instabilité, de menace sécuritaire? Après plus de 3 semaines de conflit à Gaza, plus de 2000 roquettes et missiles ont été tirés contre Israël. 67 000 soldats réservistes ont été mobilisés au front. Alors dans quelle mesure tout cela perturbe-t-il la bonne marche de l'économie? Nous accueillons aujourd'hui Michael Gabaye, économiste. Bonjour, bienvenue à vous. Et bienvenue aussi à vous, Jérémy Bravé, spécialiste des startups. On parlera avec vous dans quelques instants. D'abord, Michael Gabaye, qu'est-ce
sont les premiers effets visibles pour l'économie israélienne de ce conflit? Quels secteurs, quels indicateurs sont principalement concernés aujourd'hui? Les effets sont de deux natures. On a deux secteurs qui sont extrêmement sinistrés, qui sont des secteurs saisonniers, qui sont le tourisme et l'agriculture. Le tourisme, c'est évident, les hôtels sont vides, les gens ne sortent plus, entre les alertes, etc., à la plage d'Ashkelon ou d'Ashdod, c'est le vide total. L'agriculture, le problème, c'est que suite au tir de mortier qui a eu lieu dans un champ près d'Ashkelon, où il y a eu la mort d'un Thaïlandais, depuis, plus aucun employé ne vient pour relever, et les cultures, en fait, pourrissent sur plan. Donc ce sont deux secteurs qui ne pourront pas se relever de cette histoire-là. Il y a d'autres secteurs qui sont plus lésés, on va penser à l'habillement, la consommation, etc. Mais ça, ce sont des secteurs qui sont moins lésés, puisque les gens, de toute façon, doivent consommer. Au pire, ce qu'on peut voir là-bas, ce sont des reports de commandes, mais qui seront récupérés un peu plus tard. Alors en tout cas, la confiance, elle reste de mise du côté du gouvernement israélien. On va écouter le ministre des Finances, Yair Lapid. Écoutez. Oui, nous avons une très bonne économie, un faible déficit. Toutes les agences de notation nous donnent un A+, et cette opération, bordure protectrice, aussi coûteuse soit-elle, est un simple épisode de la vie économique de notre pays. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Voilà, propos tenus hier. On signale d'ailleurs au passage que la Banque d'Israël a décidé lundi de baisser son taux d'intérêt directeur. Michael Gabay, quel impact tout de même faut-il prévoir sur le budget, les finances publiques? Est-ce qu'on est apte à supporter des rallonges budgétaires assez importantes? Il faut séparer les dépenses de deux manières. Il y a la première, les dépenses qui ont été budgétisées. On pense à l'armée régulière, qui fait partie du budget. De toute façon, dans l'armée régulière, dans le budget de la défense en Israël, il y a ce qu'on appelle des réserves, qui permettent justement de prévoir ce genre de choses. Et il y a les défenses, ce qui est la réparation des impacts de roquettes, qui eux sont provisionnés dans le budget des impôts. Il y a un fonds de 5,5 milliards de shekels qui va permettre ces indemnisations. Le deuxième problème, ce sont les indemnisations des dégâts indirects. On parle de perte d'activité professionnelle, les soldats les soldats réservistes. Tout ça, ce sont des frais qui ne sont a priori pas budgétisés, mais il y a de la place dans le budget israélien pour le traiter. Il y a de la place. Alors pour les entreprises, le défi est bien sûr de conserver leur niveau de compétitivité en période de turbulence, et l'univers des startups n'est pas épargné pour ces jeunes structures. Les rappels de réservistes, tout comme l'angoisse des tirs de missiles, ça pèse sur l'activité. Un seul mot d'ordre, adaptation. Les startups en mode système D, c'est un reportage à Tel Aviv de Fleur Citruc et Anthony Lesme. La start-up Shop & Flight n'a pas encore soufflé ses 2 premières bougies, mais espère déjà jouer dans la cour des grands. Cette entreprise qui propose aux voyageurs un comparateur de prix des produits dans plus de 80 aéroports dans le monde est en plein développement. Mais depuis le début du conflit, 2 des 6 employés ne peuvent plus venir travailler. L'un d'entre eux est un combattant réserviste. Il a reçu un ordre de mobilisation et a dû partir à Gaza. L'autre habite Ashdod, dans le sud d'Israël, et c'est très dur en ce moment pour elle de venir à Tel Aviv à cause des alertes. Donc nous faisons le maximum pour travailler à distance. Nous compensons en travaillant beaucoup, jusqu'à 3-4 heures du matin, tous les jours. Comme l'ensemble d'Israël, les startups ont aujourd'hui les yeux rivés au bulletin d'information. L'offensive terrestre, qui dure déjà depuis plus de 3 semaines à Gaza, a un gros impact sur l'économie israélienne. The Time, un fonds d'investissement spécialisé dans le numérique, héberge une quinzaine de startups. L'économie en Israël est au point mort. Disons qu'il y a une forte baisse au niveau de l'économie locale. Mais la plupart des startups s'adressent à un marché international, donc elles sont moins touchées à ce niveau-là. En revanche, l'impact de la mobilisation des réservistes est très fort sur ces petites structures. Espérons que ce conflit ne dure pas, car au bout du compte, si le directeur de la technologie est absent pour 4-5 mois, il y aura un impact. Pour le moment, ça va, car ce qui est bien dans les startups, c'est que tout le monde sait un peu tout faire. Au-delà des conséquences purement économiques, le conflit joue sur le moral des employés. Ido fait tous les jours l'aller-retour à Tel Aviv depuis Ashkelon, une ville du sud d'Israël visée par des centaines de roquettes depuis le début du conflit. Nous avons 30 secondes pour nous réfugier dans l'escalier quand il y a une alerte. On entend régulièrement des explosions. Nous sommes visés en permanence par les roquettes. Ce n'est pas facile. Il y a ici, derrière moi, l'équipe de divertissement chargée de veiller sur mon moral. J'essaie de déconnecter au maximum pour pouvoir travailler.
Nous recevons des notifications pour chaque alerte. Comme ça, nous savons ce qui se passe dans le pays. Regardez. Grâce à leur flexibilité, les startups israéliennes maintiennent leur performance dans un marché très concurrentiel. Elles craignent tout de même que le conflit, s'il venait à durer, écorne durablement l'image d'Israël à l'étranger et décourage certains investisseurs. Alors je me tourne vers vous, Jérémy Brabé, spécialiste des startups. L'économie israélienne, on le voit, elle sait faire preuve de résilience dans ces périodes de conflit. L'univers des startups, finalement, illustre assez bien ce phénomène de réactivité. Justement, c'est la résilience israélienne qui est une résilience historique qui a permis le développement de ces startups. Et c'est sûr que par rapport à d'autres pays qui ont une structure, peut-être une culture plus rigide, dans ces périodes de troubles, il est évident que cette résilience aide beaucoup les startups. Et pour vous, plus personnellement, vous qui êtes un acteur de ce secteur, où se situe la principale difficulté? Est-ce que c'est plutôt au niveau des ressources humaines ou surtout au niveau des pertes potentielles de débouchés? Elles sont diverses, les difficultés. On peut parler d'un impact qui est un impact logistique, quand les gens ne peuvent plus voyager, comme ça a été le cas avec les compagnies aériennes, quand les gens ne peuvent plus venir au travail, comme c'est le cas avec les gens qui viennent du Sud. Mais il y a aussi un impact qui est humain, effectivement, quand les gens sont mobilisés ou quand ils sont bloqués chez eux et qu'ils ne peuvent pas venir travailler. Et il y a bien sûr un vrai impact qui est psychologique, où tout le monde est déprimé, tout le monde a des parents ou des amis qui sont mobilisés et qui sont en danger. Tout le monde, quasiment, enfin tout le centre du pays, le sud, reçoit des roquettes. Et fondamentalement aussi, la situation n'est pas plaisante, que l'on considère le côté israélien ou qu'on considère aussi les civils du côté palestinien. Ça ne fait plaisir à personne et ça déprime tout le monde. Et quand on sait le poids du facteur humain dans des startups qui sont en général des entreprises avec un fort capital intellectuel, bien sûr que quand ça déprime, ça se ressent. Et par nature, ce monde des startups, vous le sentez peut-être plus fragile, plus exposé aux conséquences d'un conflit de ce type? On pense aussi aux menaces de boycott. Alors, il y a différentes choses. Et la première, c'est que si vous êtes 3 employés sur un projet, 2 partent, c'est difficile de compenser. C'est pas L'Oréal, c'est pas Procter & Gamble. D'autre part, il y a bien sûr la difficulté de travailler avec l'étranger. J'ai des amis qui travaillent dans la high-tech et effectivement, en envoyant des mails, en faisant de la prospection commerciale, ils ont eu des retours qui étaient très déplaisants. Je ne rentrerai pas dans le détail. Il y a aussi le fait que il y a une concurrence internationale. Donc, si vous avancez moins vite, le monde continue de tourner et la concurrence avance. Donc, tout ça nous handicape. Merci Jérémy. On va rapidement évoquer l'après-guerre. Comment ça se passe? Michael Gabay, la question des indemnités, des dédommagements, c'est une question sensible en Israël. Est-ce qu'il ne faudrait plutôt pas la voir comme un mal budgétaire pour un bien, finalement, au bénéfice de la reprise, de la relance? C'est évident que soutenir aujourd'hui les petites moyennes entreprises, c'est c'est l'essentiel de la force au niveau du travail. Ce sont les premières entreprises, ce sont les plus fragiles, ce sont celles qui ont besoin que leurs problèmes soient réglés le plus vite possible. Et plus ce sera vite réglé, moins il y aura de faillites, de renvois, de licenciements, etc. Et plus le marché sera à même de se reprendre. Et puis on connaît les Israéliens, le jour où c'est fini, on repart comme avant et avec autant de force, etc. Peut-être même plus vite. Et on va voir tous ces éléments de solidarité qui vont permettre justement la reprise. Et continuer plus vite. Merci à tous les deux d'avoir répondu présents sur ce plateau. On va passer au Media Watch. La revue de presse et Johanna Citruc de retour avec nous. Bonjour Johanna. Bonjour David. Alors on s'intéresse aujourd'hui au fameux système antimissile israélien, le Dôme de Fer, piraté par les Chinois. Exactement, entre octobre 2011 et août 2012, le groupe de hackers chinois aurait piraté le réseau des 3 premières entreprises israéliennes dans le secteur de la défense, dont Rafael Advanced Defense System, qui a mis au point le système antimissile Dôme de Fer. Et ce piratage pourrait coûter cher, puisque je vous rappelle qu'Israël a investi $1 milliard pour développer et produire ces batteries du Dôme de Fer, sans compter l'aide américaine qui s'élève déjà à près de $700 millions et qui devrait continuer les années suivantes. En tout cas, un système qui semble faire des envieux. Et puis Johanna, il n'y a pas que le sud d'Israël qui subit le contre-coup du conflit, il y a aussi le centre du pays qui est affecté lui aussi. Oui, Times of Israel s'intéresse aux conséquences économiques du conflit sur la vieille ville de Tel Aviv, Jaffa, où se mêlent Israéliens et Arabes israéliens. Alors premièrement, les touristes étrangers sont absents, ils restent dans leurs hôtels parce qu'ils ont peur ou alors ils ont carrément annulé leur voyage. Deuxièmement, les locaux
eux aussi ont déserté les lieux principalement parce qu'ils ne sont pas d'humeur à sortir, à s'amuser, alors qu'ils connaissent tous un proche ou une connaissance qui est au front, qui se bat dans la bande de Gaza. Résultat, il n'y a plus de consommateurs, les magasins, les cafés, les restaurants sont quasiment vides et maintenant les fournisseurs également commencent à pâtir aussi de cette situation. Ils n'arrivent plus à écouler tous leurs produits. Donc même si Jaffa est au centre du pays, relativement épargné généralement par les roquettes par rapport à d'autres villes plus au sud, eh bien, les conséquences économiques sont aussi dramatiques. Ça, on l'a bien vu ces derniers jours. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec un gros plan notamment sur le tourisme et l'aéronautique. D'ici là, l'info continue. Restez avec nous.